Et bonsoir, Maître Eudes, entrez. Voilà. Et nous dit tout le monde bonsoir et bienvenue à cette nouvelle, pas cette nouvelle en tout cas, euh, cette émission du vendredi. Euh, Normalement, aujourd'hui, on parle de la crise politique en Haïti, on parle des causes et des conséquences. Je ne sais pas si nous allons avoir assez de temps mais avec notre invité, le professeur, le présentateur du Café civique, si, si je ne me trompe pas, C'est bien puisque ça. c'est un éducateur, voilà, il va pouvoir nous parler un peu de cette crise politique et sociale, on peut dire, qui paralyse Haïti depuis tantôt 2 ou 3 ans, depuis l'été 2018, on sait que Haïti est touché par une crise politique et sociale inédite et profonde qui plongeait le pays dans une paralysie presque totale. Alors, là maintenant, on a avec nous Monsieur Error, lui, qui va nous en parler un peu. Monsieur, lui, est-ce que vous pouvez saluer les auditeurs, les auditrices, les spectateurs spectatrice de cette émission. Voilà. Bon, c'est avec plaisir que je salue tout le monde, les internautes, les téléspectateurs, les téléspectatrices, de l'émission. Voilà. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Louis t'a fait baisser la caméra un petit peu pour que la figure apparaisse? De même pour même avec Madame Barbara aussi, faut-il ajuster pour qu'on mi-temps? Ah, OK. Parce que c'est presque moi qui figure qui apparaît, excusez-moi. Et pour Ça moi, va. Mais maintenant ça va à Monsieur Louis. Mais pour moi, ça va aussi. C'est un petit peu mieux, mais faut-il Je baisser la caméra tout descends petit un petit peu, faut-il baisser, un voilà, petit voilà, peu. Voilà. voilà, voilà, ok, Mm, c'est mieux comme ça, merci bien, ok, on y va. voilà. Alors, oui, monsieur lui, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu au public quand même? me présenter au public, moi-même, je suis originaire de Port-de-Paix et je vis à Genève, en Suisse. Donc, sur le plan professionnel, bon, je suis un ancien professeur de philosophie, de latin, de littérature française et de littérature haïtienne. Intéressant. Administrativement, j'ai été, bon, comme je l'ai dit, enseignant, donc directeur du lycée Tertullien-Guilbault de Port-de-Paix, inspecteur à l'enseignement secondaire pour le Nord-Ouest, directeur départemental d'éducation pour le Nord-Ouest. Et sur le plan, ensuite, j'ai été muté à Port-au-Prince comme directeur du Bureau national des examens d'État du BUNEX. Et sur le plan politique, j'ai occupé le rôle de secrétaire général de la mairie de Port-de-Paix. Ensuite, j'ai été directeur départemental du BED du Nord-Ouest aux élections donc de novembre 87. Bien. Puis après, j'ai voyagé pour la Suisse. Bon, à l'école normale supérieure, j'avais fait une formation en philosophie et en lettres modernes. Et puis ensuite, j'ai fait des études en éducation et développement. Et puis une formation en logistique. OK. Alors, d'après vous, Maître lui, c'est quels sont les facteurs politiques, pourrait-on même dire économiques et sociaux, qui ont contribué à la crise politique actuelle en Haïti? Et comment ont-ils évolué quand même au fil du temps? Bon, moi, dans mes approches, j'ai toujours privilégié deux aspects. Il y a un aspect diachronique ou historique, moi-même que je fais remonter à 1987 avec la ratification de la Constitution. Et l'autre aspect qui est synchronique ou contextuel, que je fais remonter à l'assassinat du chef de l'État. Bien. Voilà. On ne cesse de parler de crise. Pour le gouvernement, la crise revêt 5 dimensions.
C'est ce que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, a déclaré le lundi 2 octobre à l'ONU. Je le cite. Le vote de ce texte constitue une avancée significative vers la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, il a dit socio-économique, donc social 2, économique 3, sécuritaire 4 et humanitaire. Voici les 5 dimensions qu'il a énumérées. Politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire. Tandis que pour le Conseil de sécurité, donc il s'agit d'une crise tridimensionnelle, c'est-à-dire une crise à 3 dimensions. Dimension politique, dimension économique et dimension sécuritaire. Moi-même, je parlerai d'abord d'une crise institutionnelle en Haïti. C'est-à-dire pourquoi en est-on arrivé là et comment? Moi-même, j'ai deux sources fondamentales. C'est la Constitution de 1987 amendée et deuxièmement, la résolution 2699 du 2 octobre de l'ONU. Quel est le titre donné à la résolution? Voici ce que je lis à la première page. Haïti, le Conseil de sécurité autorise le déploiement pour 12 mois de la mission multinationale d'appui à la sécurité, une force de police non onusienne. Je reprends, une force de police non onusienne. Or, la Constitution, en son article 263, reconnaît que la force publique se compose de 2 corps distincts. Je reprends l'article 263. La force publique se compose de 2 corps distincts. Les forces armées d'Haïti, 1, et 2, la police nationale d'Haïti. Et le Conseil de sécurité parle d'une force de police non onusienne. Or, aucun traité, aucune convention n'a été signé avec l'ONU pour l'envoi d'une force. Et tout d'abord, comment est structurée la résolution de l'ONU? D'après le document que j'ai en main, il y a, après le titre, une introduction en 10 paragraphes. Il y a un préambule de 24 articles avec un alinéa 25 qui dit que le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais pour votre information, donc, le chapitre 7 de la Charte de l'ONU va de l'article 39 à l'article 51. Donc, nos auditeurs peuvent se rendre justement, aller sur Google, chercher la Charte de l'ONU et lire le chapitre 7 qui va des articles 39 à 51.
Ça, c'est le préambule qui comprend 24 considérants avec d'autres adjectifs et le 25e alinéa. La résolution elle-même, elle comprend 23 articles. Et après la résolution, nous avons une liste de déclarations de 15 ambassadeurs. Et Haïti, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est intervenu en 12e position. Bien. Pour mon analyse, donc je vais présenter les grands courants, ou plus précisément les deux courants et les sous-courants qui réagissent sur cette résolution. Mais avant, je vais poser la question, pourquoi et comment? Parce que j'avais dit que c'est un problème institutionnel. Donc, nous avons, l'État est composé de 3 institutions, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. De l'élection du président Maninga le 18 février 1988, il a été installé le 18 janvier 88, il a été installé le 7 février, jusqu'à l'assassinat du chef de l'État, aucun pouvoir, c'est-à-dire ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif, n'a accepté d'appliquer entièrement la Constitution. Et moi-même, nous le savons très bien, il n'y a jamais eu de conseil électoral permanent. Avant l'amendement de la Constitution, il y avait la création d'une commission de conciliation. Elle n'a jamais été créée. Et après l'amendement, on a institué un conseil constitutionnel qui n'a jamais été formé. Pour moi, ce sont les deux grandes lacunes institutionnelles. Les parlementaires se croient tout puissants. Donc, ils n'ont personne au-dessus d'eux pour vérifier la légalité, la constitutionnalité d'une loi. Pour le Conseil électoral permanent, un seul chef d'État a essayé de former le Conseil électoral permanent. C'est le président Michel Martelly. Il a fait 4 essais. 2 essais avec 3 membres de l'exécutif seulement. Le CSPJ et le Parlement n'avaient pas répondu. Et 2 essais avec 4 membres. Le CSPJ, l'exécutif a donné ses 3 membres. Le CSPJ a donné ses 3 membres et le Parlement n'a jamais donné ses 3 membres. Et le président Jovenel a voulu reprendre le dossier. L'exécutif a sorti un arrêté demandant aux 3 institutions de l'État d'ouvrir un registre d'inscription pour le recrutement, pour le choix des 3 membres. Effectivement, la primature, le Parlement et le CSPJ ont ouvert un registre d'inscription. Et ils ont annoncé la date de clôture. Jusqu'à l'assassinat du chef de l'État, aucun résultat n'a été donné. Donc, autrement dit, il y a une volonté des 3 pouvoirs de ne pas former le Conseil électoral permanent parce que les autorités se sentent beaucoup plus à l'aise en dehors des institutions officielles qui pourraient arbitrer justement les élections. Maintenant, il y a 2 articles de la Constitution qu'on n'a jamais appliqués non plus,
et qui ont conduit dans cet état. Lesquels? Nous avons l'article 52.3 de la Constitution. Que dit cet article 52.3? Cet article nous dit: il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi. À cet article 52.3, les constituants ont ajouté l'article, ont marié ce service civique avec l'article 268 qui stipule: dans le cadre d'un service national civique mixte obligatoire prévu par la Constitution à l'article 52.3 que je viens de citer, les forces armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés de 18 ans. La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services. Donc, la Constitution a été votée, ratifiée le 29 mars 1987. Le premier chef d'État élu avait prêté serment le 7 février 1988 et nous sommes en 2020. Cela fait 35 ans. 35 ans que les hommes et les femmes politiques de ce pays refusent d'établir ce service civique mixte obligatoire qui est le service militaire. Donc, on n'a jamais inscrit un budget pour le service national civique mixte obligatoire. C'est-à-dire que les autorités politiques avaient une autre vision. Or, pour moi, comme enseignant, un service national civique mixte a la vertu de marier les différentes couches de la population, quel que soit le lieu de résidence, quel que soit le niveau d'éducation. Or, là, je peux parler d'une discrimination sociale, d'une discrimination civique. Nous savons le pays. La Constitution a exigé, dans les articles 32 à 32.5, l'enseignement fondamental obligatoire. Il est gratuit et obligatoire. C'est ce que nous dit l'article 32.5 de la Constitution. Je lis cet article. Nous avons le libellé. Tout d'abord, 32.1. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de la formation des enseignants des secteurs publics et non publics. Gratuitement veut dire gratis. Sans un sou, les parents n'ont pas à dépenser un centime. L'article 32.3, je laisse tomber 32.2. Bon, 32.2, je peux le lire. La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine. Article 32.3. L'enseignement fondamental est obligatoire. L'enseignement fondamental est composé de 9 années, dont 2 années de formation préscolaire et maternelle. Les fournitures classiques
et le matériel didactique seront mis gratuitement, encore gratis, chérie, par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental. 9 années. Et l'article 32.5 nous dit, la formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l'État et les collectivités territoriales. Donc, vous voyez que nos autorités n'ont pas respecté la Constitution. Et c'est l'irrespect, c'est le mépris de la Constitution qui nous a conduit justement à toutes ces crises. Plus le niveau d'éducation d'un peuple est faible, plus ce peuple est manipulable. Maintenant, je retourne encore dans mon approche diachronique ou historique. La première crise a commencé avec les élections du 29 novembre 1987. Le CNG, qui avait son propre candidat, a laissé faire justement les duvalieristes Moi, j'étais directeur du PET du Nord-Ouest pour les élections du 29 novembre 1987. Déjà à 5 heures du matin, après avoir essayé de téléphoner en vain au Conseil électoral provisoire, toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Donc, le matériel n'était pas arrivé pour toutes les 10 communes. Et deuxièmement, je n'ai pas pu parler justement à l'un des 9 conseillers. Donc, à 5 heures du matin, j'ai pris ma responsabilité. J'ai été à la cathédrale à la messe de 5 heures pour annoncer que les élections sont renvoyées dans le Nord-Ouest. J'ai été à la caserne de Port-de-Paix pour envoyer un message aux Forces armées d'Haïti à Port-au-Prince et un autre message à la radio 4 VEH pour annoncer que les élections dans le Nord-Ouest sont renvoyées parce que le matériel électoral n'est pas arrivé. Donc, nous savons ce qui s'était passé ce 29 novembre à 10 heures. Donc, le CNJ a sorti un communiqué déclarant annuler les élections. Donc, le CNJ a réformé un nouveau conseil électoral. D'autres becs ont été nommés et on a organisé une mascarade le 18 janvier pour sélectionner, choisir M. Maniga. Et de là, la situation s'est empirée. Le 30 juillet, il y a eu un coup d'État contre M. Maniga. Nanfi a repris le pouvoir. Ensuite, en septembre, coup d'État de l'armée contre Nanfi. M. Hébreu, qui était l'artisan de ce coup d'État, a transmis le pouvoir à Avril. Avril agit en dictateur. C'est l'ambassade américaine, le consulat ou encore Bouric Chagé, qui a téléphoné à Avril pour lui demander un rendez-vous. Avril a refusé. Il s'est rendu personnellement chez Avril. Avril l'a reçu et dans les 24 heures, Avril a donné sa démission. Le général Abraham a accepté l'intérim pour 72 heures qu'il a transmis à Mme Eta Touyo, qui a organisé les élections avec l'aide de l'ONU. Donc, il y a eu un espoir. Aristide a été élu et du 7 février au 30 juin, coup d'État encore contre Aristide. Qui a organisé le coup d'État? C'est le secteur privé. Moi, ici, à Genève, on a vu les films, les réunions des membres du secteur privé qui disaient
non, il faut chasser Aristide. Ils ont financé le coup d'État à travers le général Cédras, qui par la suite, on a appris, était aussi un agent double, un membre de la CIA, parce qu'il était noté sur le payroll de la CIA. Après les tergiversations, donc plusieurs accords échanges, notamment l'accord de Governors Island, eh bien, à l'arrivée de Clinton, on ne sait pas ce que, puisque le président Aristide était toujours considéré comme chef d'État à l'étranger, il était payé avec l'argent de la télécom et il est retourné avec Clinton en 1994, le 15 octobre 1994, avec 20 000 policiers. Et avec ces 20 000 policiers, eh bien, on a commencé le même jour par arrêter nos militaires, nos policiers, et le père Aristide a sorti un arrêté qu'il a démobilisé l'armée. Que veut dire démobiliser? C'est priver les forces armées de ses prérogatives constitutionnelles. Donc, cet arrêté a été pris sans être passé, sans l'aval du Parlement et sans un référendum. Donc, le président Aristide a commis un acte de dictateur. On avait reproché à Cédras d'avoir commis un acte dictatorial. Et lui aussi, il a commis un acte dictatorial et ses partisans, les Lavalassiens, les parlementaires, n'ont rien dit. Il a terminé son mandat. Il l'a passé à Préval. Ensuite, Préval il a succédé encore à Préval. Il y a eu un deuxième coup d'État du président Aristide. Et nous avons eu le gouvernement de transition. Donc voilà le processus qui a abouti à cette situation, à cette crise politique permanente. Et au départ du président Préval, vous voyez, comme les élections avaient commencé assez tard en raison du tremblement de terre, du séisme, donc le mandat du président Préval a été prorogé donc jusqu'au mois de mai. D'avril ou mai. Le président Martelly, on pense qu'il a été élu, et ce n'est qu'en 2016 que M. Opon a déclaré que les résultats en tant que directeur exécutif du CEP qu'il avait transmis seulement au CEP, ce ne sont pas ces résultats qui ont été publiés. Autrement dit, c'est Mme Maniga qui était élue chef d'État. Donc, par la suite, nous avons appris que c'est la famille Clinton, notamment Mme Clinton, qui a imposé, vous vous rappelez, il y avait deux candidats pour le second tour, M. Jude Célestin et M. Martelly. Donc, M. Edmond Muller, responsable d'enregistrement de la MINUSTA, avait demandé au parti, justement l'espoir, de retirer justement M. Jude Célestin de la course électorale. Et on avait commencé par prendre des sanctions, couper les visas de l'état-major de ce parti. En définitive, Préval a passé l'ordre de retirer Jude. Et c'est Martelly, qu'on dit qu'il est en troisième position, qui est monté en deuxième. Et lors des élections, la veille des résultats, c'est Mme Milan Maniga qui menait. Et il était même, oui, que l'ambassade américaine avait déjà envoyé une voiture justement chez elle, tout ça. Et le lendemain matin, bim, c'est Martelly qui a été élu parce qu'on dit qu'on avait dit à Mme Maniga qu'il fallait respecter les intérêts des Américains et elle lui demandait de quels intérêts s'agit-il. Donc, Martelly a fait 4 ans, a fait son quinquennat. Si on avait permis à Préval de faire 2 mois en plus, 2 ou 3 mois en plus de son mandat,
Eh bien, l'opposition à travers le SDP, André Michel, avait interdit au chef de l'État de faire pas un jour de plus. Puisque la sélection n'avait pas eu lieu, donc c'est Jocelyn Briver que le Sénat a élu. Or, c'était anticonstitutionnel. Martelly n'était pas à sa 4e année, Martelly avait terminé son mandat. Donc, le Parlement agit aussi en dictateur. Donc, nous avons toujours eu des gouvernements dictatoriaux. Et après les élections, donc c'est monsieur Jovenel Moïse qui a été élu. Puis il n'a pas remis le pouvoir en même temps, il a attendu jusqu'au 7 février. Or, d'après la Constitution, donc on devait remettre le pouvoir immédiatement après les résultats des élections, car il a été élu dès le premier tour. Et c'est ce qui a conduit à ce débat, à savoir que Privé avait fait une année sur le mandat de Jovenel. Donc, le SDP, l'opposition, ont empêché à Jovenel de diriger le pays. Et je n'ai jamais oublié cette phrase d'André Michel, à savoir, il préférait payer à bouler au sol tant pour Jovenel président. Et nous, et ça le fait vrai, de 2017 à 2021, comment lui tourner en pélasse? Eh bien, dans les présidents, il empêchait le gouvernement. Ils ont demandé jugement Petro-Caribé, ils ont demandé seulement nouvelle constitution et Ariel gagnait 2 ans comme jugement Petro-Caribé, côté jugement pour massacre, moun qui te mourir. Et Ariel, comme premier ministre, te gagné 90 à 120 jours pour te réaliser l'élection. Donc, du 21 juillet à nos jours, ça fait dire 6 mandats de 4 mois que le fait là. Personne ne va me dire ça. 6 mandats de 4 mois. Affaire de Wavindira devine faire, ça nous relève accord justement pour un gouvernement apaisé. Ça ne veut rien dire au regard de la Constitution. C'est 120 jours que le te gagne. Là, il t'a dit, tu promets pour te pouvoir en 2022. Là, il ne va pas Kabaili en 2022. Il faut un nouvel accord. En 2022. Et il promet lui bail pouvoir le 7 février 2024. Voilà. Jusqu'à présent, pas rien qui fait. Premier accord là, sur les 30 ou bien 40 articles, sur seul article qu'elle respectait, la formation du nouveau gouvernement. Et alors, excusez, Maître Louis, si on comprend bien, ce sont toutes bagages qui viennent faire conséquence de crise politique là, ça. Oui, okay. Il vient nous crise politique là. Donc, maintenant, puisque chaque parti politique, pour garder le pouvoir, parce que nous avons commencé avec le président Aristide, le président Aristide fin démobilise, écraser l'armée, il vient avec des brigades de vigilance. Yo armé mounio dans le ghetto yo. Sous président Préval, pendant Aristide, donc ils ont demandé pour rentrer toutes âmes. Toutes âmes pas jamais rentrer. Kidnapping commencé. Nous sommes ont kidnappé sénateur Richet. Et président Préval, tout ça est capable de niger. Excusez-moi, professeur. Oui. Si je comprends bien encore, quelle que soit manifestation populaire, les mouvements sociaux, il ne va pas jamais influencer rien dans la crise politique, ça, parce que ça, c'est des bagages qui sont bien établis, comme sont complot international, si on veut, bon, de façon pas dire national seulement. Ça veut dire n'importe bagage qui t'a fait là, c'est juste de l'eau nous t'a plagué dans la rivière. Oui,
Donc, c'est-à-dire, les États-Unis servis de gouvernement comme des gouvernements domestiques. Parce que ils ne sont pas capables d'exiler le président Aristide sans autorisation. Par contre, vous songez, l'avril président, M. Rébio font coup d'État. Il a conduit le président à l'aéroport, ambassadeur Léo dit non, Avril pas parti. Il aurait retourné dans le palais avec Avril. Par contre, si nous songeons ça, il n'y a pas de l'ordre d'ambassade américaine pour coup d'État. Crise politique haïtienne, ça veut dire, il y a une implication, il y a une relation. Madame Guillaume, caméra off. Okay. Caméra off, Madame Guillaume. Oui, vous pas besoin de figuer. Alors, c'est pour dire que oui, alors crise politique, ça, on est capable de dire, qui implication crise politique haïtienne sur scène internationale, y compris les relations diplomatiques, l'aide étrangère, la perception mondiale d'Haïti. Qui mariage qui fait entre eux? Mais écoutez, ça nous pas connaît, les grandes décisions pour Haïti se prennent à Washington. Donc, on est qui a passé, monsieur Hollande, dit, mais ça pour nous faire. Si vous ne pouvez pas faire ça, ou à mourir, et Jovenel mourir. Parce que Jovenel, eh bien, il était allé en Turquie pour le rencontrer, pour prendre des contrats, pour aider l'armée. Venezuela, Chavez. Bien que devine voter contre le Venezuela après. Contact indirect avec la Russie. Donc, les États-Unis ne peuvent pas permettre une impertinence parce qu'ils considèrent Haïti comme pays, justement, que ça, c'est la caillou. Ils ont fait ça, ils ont fait en Haïti, même gens ça qui passe actuellement là, entre la France et les pays d'Afrique. Est-ce qu'il y aurait une solution? Est-ce qu'il y aurait des problèmes qui ont remonté depuis 1915 avec l'occupation américaine? Plus d'un siècle. Donc, pour nous retourner sous résolution 2699, 2 octobre 2699, 2 octobre 2023, que l'ONU prend, eh bien, c'est États-Unis qui derrière. Parce que les États-Unis, c'est qu'ils ont contacté Canada pour Canada pour cette mission. Canada pas vrai. Canada dit non. Konya, il cherchait des partenaires, il voyait CARICOM former commission régionale. Ça n'a pas marché parce que partis politiques et société civile n'ont pas arrivé en temps. Moi-même, conviction pas. C'est que Ariel pas bail pouvoir si ce n'est pas les États-Unis qui dit, parce que Ariel impliqué dans l'assassinat du chef de l'État. Badio qui était dans la chambre du chef de l'État avec l'autre John Joel Joseph, eh bien, il a téléphoné à Ariel. Et Joël Jardy que c'est lui-même qui payait policiers pour quitter le groupe mercenaire rentré. Et commissaire gouvernement t'a écrit Digicel pour demander voyer rapport seulement téléphone justement donc Badio Bali et les ça il y a un nombre de minutes avant et après l'assassinat pendant que Badio était dans la chambre du président était en communication avec Ariel et vite l'homme innocent dit que il connaissait sous sang que il prend pouvoir. Il était dans réunion avec Ariel, il était en réunion avec LB, il était en réunion avec un sacré Léon Charles, il a contact, il est entré dans le palais national. Donc, tout ça, fait que monsieur a pris. Comme il y a même depuis Américains dit un bagay, c'est fini, eh bien, population, eh bien, mais heureusement, John Joel Joseph nommé américain et Joël Jatou nommé américain. Donc, moi-même, comme moi dis nous, m'appli avec nous
3 premiers articles introductifs dans décision Conseil de sécurité. Mais ça lui dit, le Conseil de sécurité a autorisé aujourd'hui la création et le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité pour une période initiale de 12 mois. Oui, c'est pas limité. Hein? Une période initiale, initiale vient du latin, initium initii, qui veut dire commencement. Donc, par les 12 mois, par les États membres qui ont informé le secrétaire général de leur participation. Donc, comme nous connaissons, sur les 15 membres du Conseil de sécurité, 13 sur 15, 86,7% ont voté pour la force. Donc, l'autorisation sera réexaminée dans 9 mois. Tant qu'ils ont toujours fait pour BINU. Et deuxième paragraphe, là, dit nous, si premier paragraphe, là, c'est le Conseil de sécurité qui a autorisé la création et le déploiement en Haïti d'une mission, la résolution autorise les États membres à fournir un appui opérationnel à la police nationale d'Haïti, notamment pour renforcer ses capacités par la planification et la conduite d'opérations communes d'appui à la sécurité, alors que celle-ci s'emploie à lutter contre les bandes et à améliorer les conditions de sécurité. Donc, le texte autorise en outre la mission à fournir un appui à la PNH pour assurer la sécurité des infrastructures critiques, des lieux de transit tels que l'aéroport, les ports, les écoles, les hôpitaux et les principaux points d'intersection. Alors, maintenant, la Russie et la Chine ont expliqué pourquoi, eh bien, ils n'ont pas voté en faveur, justement, donc, de cette résolution. Donc, il faut noter que le Conseil l'a demandé pour mission de travail en étroite collaboration et pour coopérer avec la PNH. Or, moi-même, comme on dit, la Constitution haïtienne ne reconnaît pas d'autres forces. Donc, s'il y a une force, parce que, comme on l'a dit, donc, comme le Conseil de sécurité l'a dit, il a répondu à une invitation, à une demande seulement du gouvernement haïtien. Donc, en ce sens... Oui, c'est ça. Donc, et tout gouvernement est signé by Premier ministre pour autoriser le faire demande là. Donc, en ce sens, donc si moi-même, je parle des provisions constitutionnelles, des principes constitutionnels, excusez-moi, un petit moment. On est, OK. Un petit moment. Puis, chers amis, bon, on est à 12 minutes de la fin. C'est ça qui était. Et nous parlons d'un peu de temps pour l'émission finie. Nous pensons que il y a des gens qui ont besoin de poser des questions. Excusez-moi, je vais faire une émission de radio. Mais alors là, maintenant, si il y a des gens qui ont des questions, il faut commencer le vidéo ou bien écrire question dans le chat là. Parce que nous avons posé une dernière question avant que nous commencions à prendre question. Et justement, tant que nous connaissons. De l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve,
Sa silhouette est angélique et douce, et sa voix, mélodie pathétique. Micro pas ouvrir, bête lui. Micro sous mute. Ça Donc, va? oui, ça On va, va ça va. continuer? Excusez-moi, il est 1h du matin, voisin au Ah, ok. Ok. Ah, je comprends. Pas de Son problème. voisin qui vient frapper la caille, moi, dis-moi, Ok. parce qu'il est On met 1h pas du les plus bas. On met pas les plus D'accord. bas. Ah non, bon, dernière question. Bon, parce qu'après ça, mon yo pral réagir, pas besoin de parler trop. Ah, Oui. Est-ce qu'il y aurait des solutions politiques, économiques et sociales pour résoudre cette crise en Haïti, restaurer stabilité politique paysan, malgré yo gen tan mette pied sous pour nous là, yo gen tan, comme tu as dit ça, et tant que yo gen tan sous nous, comment on a fait pour nous débattre là, pour nous sortir? Est-ce que y aurait-il une solution quelconque? Comment dire qu'il y a deux grands courants politiques en Haïti? Un courant qui est partisan, justement, mission, et l'autre courant qui est opposé à mission. Donc, courant partisan lui-même, il voulait une solution extra-constitutionnelle, c'est-à-dire en dehors de la Constitution, tandis que courant qui opposé à, eh bien, il demandait une solution en approche constitutionnelle. Un de courant partisan, quand je des gens qui opposent, c'est Jean Balan Vini Soyo, c'est situation qui fait action. Le courant partisan, il y a deux sous-courants là-dedans. Voilà. Il y a un courant qui est aveugle. Donc, c'est les gens qui signent accord avec le Premier ministre, là, ou bien deux accords qui étaient faits en septembre 2021 pour une gouvernance apaisée. Et deuxièmement, il y a un accord, justement, 21 novembre, justement, 2022. Il y a un consensus national. Or, déjà, ouais, dans le budget là qui sortit, donc, le gouvernement mettait que il est basé sur deux accords. Voilà. Pour faire budget. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Louis. Si il y a un dernier mot que vous avez dit pour nous capables de rentrer avec. Moi-même, j'ai une position constitutionnelle, c'est-à-dire qui est basée sur article 8.1, 263.1 et 268.3 comme déjà cité. Article 8.1, 263.1 et 268.3. Donc, ça pour faire, d'accord pour mission en vini, parce que moun yo pas capable encore, mais c'est pour mission subordonnée aux forces armées d'Haïti et à la PNH. Or, dans demande gouvernement, il écarté les forces armées d'Haïti. Donc, ou rappelez, le premier ministre a visité les forces armées d'Haïti, il a dit qu'il ne peut pas l'associer avec la PNH. Il a menti. Il a menti et le ministre des Affaires étrangères a menti. Est-ce que l'est trop tard pour nous forcer de faire ça? Il est trop tard? Mais écoutez, c'est aider, le groupe opposé, c'est Montana avec EDE, ou bien ce qu'on appelle le collectif du 30 janvier, ou bien encore donc, les signataires de la déclaration de Kingston. OK. Donc, c'est eux-mêmes. On pourra voir ça aussi avec les regroupements de la diaspora. Bon, la diaspora n'est pas homogène non plus. Donc, en politique, la diaspora n'est pas homogène. Parce que c'est bien que chaque monde ou bien chaque groupe gagne tendance politique. Moi, je suis pour le débat. Je suis pour ce qu'on appelle le débat contradictoire. Mais après, il faut que quelqu'un tranche. Qui est-ce qui peut trancher? C'est le peuple. Donc, moi-même, moi, pour nous sortir, pour nous pas dans guerre civile, pour nous pas dans lutte armée, moi, je demandé dans café civil, il y a un référendum ou bien c'est les signataires de l'accord du 21 décembre qui dirigeait le pouvoir avec Ariel, ou bien on transfère le pouvoir justement à Montana et à ses alliés.
C'est seul ça pour nous. Pour moi-même, c'est seul ça pour nous faire une solution. C'est un référendum. Et nous sommes capables de profiter justement de l'arrivée de la mission pour demander un référendum. Nous connaissons une situation, ça y est, donc insécurité. Nous sommes capables de faire un référendum là, sous 3 jours. Un jour dans le nord, un jour dans l'ouest, et puis soit NIP, bien sud-est, et puis le 3e jour dans le grand sud. Voilà, chers amis, alors là, comme vous l'avez compris, on a parlé un peu de la crise politique que le pays a traversé là, qui paralysait le pays. Et nous sommes justement avec le professeur Errol Louis depuis la Suisse qui empêchait mon dormir pour être capable d'avancer ensemble avec nous. Nous ne connaissons pas, est-ce que il y a des gens qui ont des questions parmi les gens qui sont là? Est-ce que nous avons des questions participants pour que nous soyons capables d'avancer correctement? OK. Il ne semble pas de questions. Alors, nous avons 6h56, ça veut dire que nous avons bien fini l'enquête, c'est pas ça? OK, très bien. Alors, merci encore, professeur. S'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous pouvez. Merci beaucoup, c'est Dr. Bissette. Alors, moi, féliciter Monsieur Louis pour son exposé. Son vraiment un très bel exposé avec une approche socio-historique et juridico-historique. Et moi, retrouver dans lui, dans pile dans approche lui. Cependant, j'ai une réserve. Moi, pas connais, étant donné que lui, loin de pays, bien que par mes pressions, il y a des gens qui sont très concernés par l'actualité pays, qui suivent l'actualité pays, mais il y a des informations que moi, je ne peux pas gagner. C'est la dernière position du groupe Montana. Le groupe Montana, depuis 15 jours, renoncé à toute négociation avec Ariel. Et du même coup, ils sont censés mettre de côté également, ça a été les accords là proprement dit, pour choisir la voie constitutionnelle. Et ils ont dit que ils doivent aller vers un congrès avec une réunion, on prend notre secteur, on prend notre accord, tout, on prend notre monde qui fait proposition de sortie de crise, pour aller vers un congrès, pour le congrès a sorti avec un gouvernement qui doit bicéphale. Congrès a baillé le Premier ministre, mais le président a pris la Cour de cassation pour former un gouvernement de salut public. Et je ne sais pas non plus si M. Louis est au courant de une organisation de la diaspora qui s'appelle MLA, qui fait une proposition après une marche qu'il a fait à Washington, qui sortit avec un document, que les documents de transition, qui est une compilation, qui fait une synthèse de tout accord et propositions de sortie de crise, qui débat un total de 17, 5 accords et 12 propositions de sortie de crise. Et synthèse là, à partir de 3 critères. Un critère, n'est-ce pas, de majorité, quels sont les points qui sont majoritaires, quels sont les points qui sont conformes à la Constitution, quels sont les points qui répondent à une certaine jurisprudence en matière de transition en Haïti. Et on te joint presque même bagaille que actuellement que Montana a dit, à savoir, et que point qui est majoritaire là, c'est un gouvernement bicéphale avec un président de la Cour de cassation sorti parmi les quelques rares juges qui étaient bien élus, c'est-à-dire qui étaient élus par le Sénat et le président de la République en constitutionnel. Ensuite, un premier ministre, et puis tout autre bagaille en conférence nationale, élection, etc., etc. Maintenant, au moment des moins, l'homme considéré proposition, alors la position de monsieur Louis, au moment des moins, est-ce qu'il n'est pas en retard de phase par rapport à la nouvelle position que Montana a gagnée?
Et comment lui-même, ouais, puisque moi, sont légalistes liés, comment ils comprennent une proposition comme ça que la mouvement L'amour pour Haïti, qui sont un groupe de la diaspora, qui réunit plusieurs autres associations de la diaspora, qui sortent avec l'IA. Merci beaucoup. Pas besoin de parler fort, monsieur lui, donc prenons dernier petit parlant. Prenons réponse, n'attendez. Bon, moi-même, moi signé accord Montana personnellement. Parlez fort. Et moi en contact permanent avec beaucoup d'associations, justement, haïtiennes. Associations de quartier, associations société civile, toutes. Mais, moi, j'ai un professeur de droit constitutionnel que m'apprécie en pile, c'est Maître Sonnet Saint-Louis. Il est toujours à écrit, et ça qui retient l'attention, moi, il dit que c'est Ariel qui a l'effectivité du pouvoir et que Montana n'a pas qu'à chasser comme ça. Et moi-même, comme on dit M. Montana, il y a un groupe BSA, Bureau de suivi des accords, il faut aller vers la population. Ben là, trop élitiste. Parce que c'est ça le problème. André Michel, là pour le défendre, droit peuple là, il prend peuple là. Mais les l'a mangé, il mangeait lui seul, il oubliait peuple là. Donc, moi-même, moi pas, c'est, Ariel n'est pas le chef de l'État. Et je dis, il sont sortis, ça nous est les budgets, il jouait le rôle de l'Assemblée législative, il jouait le rôle de président de la République. Et en même temps, les ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, les présidents du CSPN. Donc, pour moi-même, jusqu'à présent, ça fait 2 ans que nous avons cherché accord et position radicale, justement, de Montana, les rejoindre aider tout. Donc, ancien ministre Claude Joseph, qui dit que n'est pas dans négocier avec. Mais pour qui ça, moi-même, personnellement, moi, dis, il faut que Ariel baille démission. Ariel pas respecter la justice. Ariel a un mandat d'interdiction de départ. Combien de voyages il fait? 2, juge convoqué 2 fois sous base rapport que DCPJ t'a fait avec rapport de Giselio. Il n'a pas jamais mis pied. Mais qui confiance? Madame Martine va venir non plus. Il dit qu'il peut pour venir. Et il a convoqué l'ancien président Martelly, il vient. Donc, moi, quoi, c'est sous aspect juridique, ça, moi-même, qui va me dire que, vu donc que Ariel Henry est présumé coupable dans l'assassinat du chef de l'État et qu'il n'a pas respecté la justice, donc il n'est pas capable de continuer comme premier. Et deuxièmement, constitution un exécutif bicéphale et lui-même, c'est lui qui peut jouer le rôle président. Non, Jean-Maître André Michel t'a bataille contre le président Jovenel, les pas de parlement. Oh oui, ils sont dictateurs, tout pouvoir dans le mais je dis, ou pas attendre lui. Ariel a tout pouvoir dans le sans coup, il y a roi Louis XIV. Donc, moi-même, personnellement, moi pas ouais qui, si États-Unis pas dit Ariel pour le démissionner, mais maintenant, le remplacer comment? Donc, il faut qu'il y ait un consensus entre partis qui t'a soutenu sans Ariel et un consensus avec justement Montana et les alliés. Donc, alors, pour moi-même, c'est un référendum qui peut régler le problème. Pour moi-même. C'est un consensus au mandé, mais j'en parlais ou d'accord ni avec Montana, ni avec Eden. Non, écoutez, moi-même, ça veut dire ou seulement besoin d'arguments pour défendre, ou seulement besoin
et connaît comment on a fait ça, mais c'est pas d'accord avec ça veut dire. Écoutez, nous avons deux groupes. Le groupe qui soutient le Premier ministre et le groupe qui est opposé au Premier ministre. Okay. Comme on dit, c'est au niveau de ces deux groupes pour organiser un référendum pour être d'accord, puis le peuple a tranché. Puisque nous voulons faire élection. Donc, pour faire élection, donc, il n'y a pas jouer une solution, le peuple a tranché. C'est ça demandé. OK, merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, d'autres suggestions, d'autres... je ne sais pas. Pas de personne qui voulait dire rien encore? Balade FM pas voulait parler? Ed. OK. Balade FM, c'est en direct, Balade FM mettez-nous depuis Port-de-Paix là. Hein? Wow, c'est très bien. C'est très bien. Nous sur radio là, nous sur radio. Nous sur radio. PDG Balade, élève moi dans le lycée Port-de-Paix. OK, très bien. Alors, il est 7h05. Moi, je vais vous laisser partir. Oui. Yeah. Le mot de la fin, c'est toujours un Eudes qui a le mot de la fin avec une belle musique. Merci d'être que nous tous là. Et tant que nous comprenons, ça prend comme tu as dit ça. Ça prend tout le monde, idée tout le monde. Et une proposition que tout le monde tombe d'accord là-dedans parce que dans le cas de nuit là, je ne dis bon, si il n'y a pas de combien de pieds sous pour nous, nous pas de cas arriver joindre rien. Et c'est pas qu'on y a que nous pas joindre nous même pour contre nous parce que moment arrivé pour nous apprendre répéter nous au lieu de je non répéter nous pour nous comment nous capables avancer. Et émission à Soya, c'est l'idée censé un point, bon, pas dire un point de départ parce que nous parlons de ça déjà, mais l'important pour nous discuter en profondeur crise politique en Haïti et garder causes à côté, aux conséquences à court et à long terme, et comment nous sommes capables de continuer le mouvement ça, ou même avec proposition que nous gagnons, marcher avec lui, fait tendre, fait l'autre monde apprécier, fait l'autre groupe apprécier, gagner dans la diaspora, il y a plusieurs groupes qui sont censés venir avec des propositions. Je pense que même dans la question à Paris, là, demain, il y a une rencontre là pour que plusieurs organisations rejoignent et viennent avec des propositions ensemble pour que ils avancent avec les vignes pays. Merci un peu. Parce que nous avons supporté, nous avons des oreilles. Bienvenue à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Nek na go gaga nek Guinée yo. Nega ici garçon vanyan yo.